Yop l'équipe, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien, c'est Vico. Aujourd'hui on se retrouve en ce lundi pour analyser ensemble la 6e étape de Coupe du Monde de la saison 2023-2024 de biathlon. On était ce week-end du côté d'Antolz-Anterselva en Italie et bien sûr nous allons revenir ensemble sur les 4 enseignements marquants de ce week-end de transalpin. C'est à coup sûr une sortie qui a fait réagir, que ce soit sur les réseaux sociaux, les sites spécialisés de sport et même sur notre bonne vieille plateforme YouTube. Quentin Fillon-Maillet qui s'est arrêté, excédé au micro de Tanguy Carroisse avec pourtant à la clé le meilleur résultat de sa saison, une 4e place sur la course des rois, un premier 20 sur 20 en cette année 2023-2024, mais malheureusement il n'a pas pu faire fructifier son tir agressif et précis avec un podium. La faute à un problème de ski, un mauvais fart, les techniciens se sont ratés comme ça peut arriver et il n'a pas été capable de conserver sa 2e place, rattrapé puis ensuite déposé par une équipe de Norvège toujours aussi performante sur le pas de tir et également sur les skis. Et Quentin Fillon-Maillet a profité de son temps d'antenne pour régler ses comptes face à ses détracteurs. C'était d'ailleurs l'objet de notre coup de gueule la semaine dernière lorsqu'on avait débriefé ensemble l'étape de Ruhpolding. Tous ces gens qui s'amusaient à visage caché et à nom masqué, eh bien, à prodiguer comme cela de la haine sur les réseaux sociaux, de la méchanceté gratuite, des attaques personnelles que nous avons nous-mêmes condamnées la semaine dernière et que Quentin Fillon-Maillet a condamné au micro de la chaîne L'Équipe hier. Et je trouve ça courageux de le faire face caméra avec beaucoup de naturel et d'authenticité, même si pour certains, eh bien, ça peut être un aveu de faiblesse de se rabaisser à donner de l'importance à des gens qui techniquement, on le sait, ne devraient pas en avoir. Mais à titre personnel, je trouve que c'est bien de pouvoir le dénoncer avec beaucoup de classe, même si il y a quand même quelque chose qui m'a un petit peu gêné dans son interview d'après-course. C'est cette déclaration, et je cite Quentin Fillon-Maillet, « Il y a 2 ans, j'étais considéré comme un dieu du biathlon. Cette année, les critiques sont fortes. C'est dommage parce que le biathlon est un sport extrêmement difficile. Personne ne peut nier la difficulté de cette discipline. Personne. Certainement pas moi qui ai pratiqué le biathlon plus par curiosité que par envie de faire carrière. Il était déjà un petit peu trop tard pour moi. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, le biathlon est d'une exigence sans nom. Mais encore une fois, c'est votre métier. C'est votre job, les gars, de représenter la France, votre pays, du mieux possible sur les courses individuelles et par équipe. Et si vous n'êtes pas performant, que vous n'avez pas les résultats escomptés, eh bien vous êtes sous le feu des critiques, comme monsieur et madame tout le monde, exerçant une profession dite normale. Serveur, professeur, vendeur, commercial, infirmier, infirmière, éducateur. Si vous ne faites pas bien votre travail, vous êtes sous le feu des critiques. Votre hiérarchie vous tire les oreilles, les gens qui gravitent autour vous font part de leur mécontentement. Et vous, contrairement à nous, quand vous êtes performant, vous êtes mis sur un piédestal, vous êtes louangé, complimenté, on vous brosse dans le sens du poil, vous êtes aussi payé de manière significative, même si ce n'est pas les salaires du football ou du tennis. Je suis conscient que ce n'est pas le même monde. Donc si on accepte de se faire mousser sur un plateau TV avec des compliments, des louanges et des gens qui vont nous caresser dans le sens du poil, on doit aussi accepter le revers de la médaille, c'est-à-dire les critiques. Et j'ai l'impression que Quentin Fillon-Maillet, les critiques, il n'a pas envie de les accepter. En témoigne cette dernière phrase qui est pour moi très lourde de sens. Si vous pensez faire mieux que nous, prenez une licence à la Fédération française de ski et mettez-vous au biathlon, l'air de dire faites, réussissez mieux que nous et ensuite vous pourrez parler. Ou alors restez dans votre canapé et regardez les courses en silence sans critiquer. Et c'est là que j'ai un petit problème parce que, à mon sens, je pense qu'en tant que suiveur, on a le droit de s'exprimer, de donner notre avis à titre personnel. Je regarde le biathlon depuis la saison 2004-2005. Je n'ai pas raté une course depuis 19 ans, que ce soit en Coupe du Monde, aux Jeux Olympiques ou aux Championnats du Monde. Je fais partie des gens qui vont remplir les gradins dans les stades. Oui, je fais partie de ces gens qui se déplacent sur les lieux des Coupes du Monde. Je suis allé 3 fois au Grand Bornand, 1 fois à Orphizen. L'an prochain, je prévois de faire au minimum un déplacement, peut-être 2. C'est pas encore sûr, c'est à mettre au conditionnel. Il faut encore qu'on finalise notamment le budget, parce que c'est quand même un coût certain pour aller encourager cette équipe de France. Je fais aussi partie des gens qui chaque semaine se retrouvent face caméra pour parler de sa passion, analyser le biathlon. Il faut prendre du recul, il faut essayer d'être objectif, il faut sortir des statistiques, parce que oui, c'est mathématique, et c'est des choses qui font finalement foi face aux gens et à l'audience. Je fais aussi des vlogs. Je pense que quand vous faites ça, ou une partie de ces choses, ou toutes ces choses, voire peut-être plus, parce que je suis persuadé qu'il y a des gens qui font beaucoup plus que moi pour le biathlon, je pense qu'on peut quand même se permettre de donner notre ressenti sur les
prestation globale et sur les résultats bruts, en étant bien évidemment respectueux de l'athlète et en ne portant pas atteinte à la dignité d'autrui. Je pense qu'en tant que personne qui suit le biathlon, qui donne du temps à cette discipline, aussi de l'argent, on peut avoir un esprit critique. Si une minorité de personnes doivent apprendre à respecter les athlètes, eux, doivent aussi se remettre en question et accepter cette critique pour justement avancer. Critiques qui sont objectives, constructives et parfois même explicatives. Et je pense que si chacun arrive à balayer devant sa porte, on aura fait, je crois, un grand pas. C'était effectivement un week-end complètement dingue sur le circuit féminin de la Coupe du Monde de biathlon, et ce, à bien des égards. D'abord côté français, avec une Julia Simon et une Lou Jean Monod de gala qui nous ont offert un récital sur le site d'Antols Anterselva, 2 doubles podiums, le premier sur l'individuel court, premier du nom en Coupe du Monde, et bien sûr sur la Mastart, la course des reines, le format roi attendu par tous les fans de biathlon à travers le monde. Julia Simon qui s'est même permise d'aller chercher une 2e victoire en Coupe du Monde cette saison. On en parlera un petit peu plus tard dans cette vidéo. Une Julia et une Lou Jean Monod qui nous ont rappelé à nos bons souvenirs que ce qui s'est passé du côté de Ruhpolding, c'est-à-dire un week-end sans podium, était clairement une anomalie. Mais au-delà de ce récital de Julia Simon et de Lou Jean Monod qui n'a pu que nous satisfaire, on a eu aussi la belle surprise Gillian Guigona. Gillian qui, on le rappelle, est redescendu en Coupe d'Europe pour permettre à Océane Michelon et Jeanne Richard, qui poussaient en Coupe d'Europe, de monter à leur tour en Coupe du Monde. Une Gillian qui est donc repartie sur le circuit secondaire du biathlon mondial, qui a fait 2 podiums, qui est même allé chercher 2 victoires et qui est forcément remontée en Coupe du Monde. Ça va de soi avec des résultats pareils, et elle a frappé un grand coup. Gillian Guigona, top 15 sur l'individuel, top 8 sur la Mastart avec des tirs de qualité et surtout des temps de ski qui continuent à progresser. Et à titre personnel, je n'aimerais pas être à la place du sélectionneur de l'équipe de France parce que oui, au championnat du monde, on aura 6 filles pour 5 places. Bien sûr, les 4 titulaires sont forcément assurés d'avoir une place sur toutes les courses du calendrier. Les Julia Simon, les Sophie Chauveau, les Lou Jean Monod et autres Justine Breza-Bouchet, un petit peu en difficulté sur ce week-end, on le rappelle, du côté d'Antols Anterselva. Mais pour la 5e place, qui va prendre le dernier spot qui pourrait déboucher sur une poursuite et donc sur une 2e course? Jeanne Richard ou Gillian Guigona? Est-ce qu'on va faire le choix du classement général avec cette 31e place d'une Gillian qui est devant une Jeanne Richard? Ou est-ce qu'on va faire le choix de la jeunesse et du potentiel qui parle pour Jeanne Richard? Ça sera quand même tout l'enjeu de ces championnats du monde. Et à titre personnel, je suis impatient de connaître la sélection, tout comme je suis impatient de découvrir la suite des hostilités et cette bagarre pour le classement général de la Coupe du Monde, cette bagarre à 4 pour un gros globe de cristal. Et oui, on le sait, ce circuit féminin de la Coupe du Monde de biathlon nous offre beaucoup de surprises, de suspense et d'incertitudes. Des surprises, on en avait eu du côté de Ruhpolding avec Ingrid Ledmark-Tendrevold qui était venue shipper ce dossard jaune à Justine Breza-Bouchet qui pourtant paraissait solidement accrochée sur ses épaules. Mais on le sait, un week-end de sang, ça peut faire changer les choses du tout au tout d'un côté comme de l'autre. C'est encore plus le cas du côté d'Antols Anterselva avec désormais 4 filles qui se tiennent en 57 points. Et oui, Lisa Vitozzi, Justine Breza-Bouchet, au talon d'Ingrid Ledmark-Tendrevold, mais Julia Simon s'est rajoutée à cette bagarre, elle qui, selon ses dires ces derniers temps, n'avait plus véritablement d'objectif de classement général, ne pensait plus vraiment au gros globe, et finalement, vous connaissez le dicton, c'est quand on n'y pense plus que ça arrive, et Julia Simon s'est considérablement bien replacée au classement général de la Coupe du Monde avec sa 2e place sur l'individuel et sa 1re place sur la Mastart, la course des reines. D'ailleurs, elle a repris le dossard rouge de leader de la spécialité à sa compatriote Justine Breza-Bouchet, 175 points pris sur les 190 possible, et forcément ça veut dire remontada, surtout que dans le même temps, la leader du classement général, Ingrid Ledmark-Tendrevold, a vécu un week-end assez compliqué, notamment sur le pas de tir, 82,5% de réussite face aux cibles, c'est trop peu pour aller chercher de bons résultats malgré des temps de ski qui sont quand même de très bonne qualité, puisque oui, à l'arrivée, c'est une 12e place sur l'individuel avec, on le rappelle, un 17 sur 20 et puis une 17e place sur la Mastart avec un petit 16 sur 20, une Ingrid Ledmark-Tendrevold qui aura perdu l'équivalent de 112 points sur Julia Simon en un seul et unique week-end. Autant vous dire que tout est relancé et désormais 4 filles se tiennent en 57 points. La bataille n'a jamais été aussi serrée et le suspense n'a jamais été aussi présent.
Parlons désormais un peu d'histoire et de Lena Ekigros qui vient d'écrire une belle page du biathlon suisse. Lena Ekigros qui est, on va pas se le cacher, reconnaissable de par son gabarit atypique, très musculeuse, limite massive, surtout si on la compare à une Lisa Vitozzi, très longiligne. Le contraste est saisissant. Lena Ekigros, elle donne, elle est très généreuse à l'effort, très expressive sur les skis. On le voit sur les phases de plat, sur les phases montantes, sur les montées raides. Elle donne, elle est très généreuse à l'effort. Et elle a été récompensée en début de saison, souvenez-vous, avec une deuxième place sur la poursuite d'Orfilsen, derrière l'intouchable Elvira Heuberg qui avait été clairement sur sa planète ce jour-là. Et Lena Ekigros, elle a eu une double dose de podium sur ce week-end dans Tols en Terselva, et elle a même, au-delà d'avoir pu monter sur ce podium à 2 reprises, elle est allée chercher sa première victoire en Coupe du Monde, ce qui constitue quelque chose d'historique pour le biathlon suisse, puisque oui, c'est la première victoire en Coupe du Monde depuis Selina Gasparin qui avait réalisé un doublé retentissant en décembre 2013, il y a plus de 10 ans, avec un doublé sur les sprints d'Orfilsen et du Grand Bornand. Et on va pas se le cacher, à quelques mois des championnats du monde 2025 à Lenzerheide en Suisse chez les Nike Gross, voir une autre nation capable de titiller les nations historiques du biathlon mondial, et bah ça fait plaisir, on le sait, les Nike Gross, c'est la fer de lance du biathlon féminin suisse. Niklas Edberg est bien sûr le fer de lance du biathlon suisse masculin, et puis entraînant peut-être avec eux certaines envies, notamment celle d'Ami Bazerga, qui on le rappelle est une double championne du monde en catégorie jeune. Ami Bazerga qui va chercher son premier top 10, si je ne m'abuse, en carrière en Coupe du Monde, et pas sur n'importe quelle course, la course des Rennes, la Massart, un très bon tir, des temps de ski qui sont en progrès, et forcément, ces bons résultats de Lena Ekigros vont booster la confiance de cette équipe suisse, qui aura forcément des idées sur les mondiaux à Novo Mesto pour bien préparer les siens l'année prochaine. Velte Sachat Christiansen, c'est clairement l'homme de ce mois de janvier. En tout cas, de mon point de vue, Velte Sachat Christiansen, souvenez-vous, il a été relégué en IBU Cup à Oberhof. On lui a dit, mon pote, tu ne seras pas présent. On va mettre quelqu'un de l'IBU Cup. Oui, 7ème du classement général, Velte Sachat Christiansen, mais ça pousse tellement dans le circuit secondaire du biathlon qu'il a fallu laisser sa place. Velte Sachat Christiansen ne s'est pas présenté en IBU Cup, absolument pas. En revanche, il a quand même fait part de son mécontentement de devoir être relégué comme cela, comme un malpropre, en seconde division du biathlon mondial. Il s'en est pris aux dirigeants de sa fédération avec des mots durs. Mais Velte Sachat Christiansen, il a surtout répondu sur la piste, puisque oui, sur les 4 dernières courses individuelles, et sur les 4 bien sûr qu'il a disputé en ce mois de janvier, c'est 3 podiums, donc 2 victoires. Velte Sachat Christiansen, c'est la tête et c'est les jambes. Il a répondu de la meilleure des manières à cette équipe de Norvège qui l'a un peu mis sur le bas-côté. Et Velte Sachat Christiansen, avec ses très bons résultats, se classe désormais 4e du classement général de la Coupe du Monde et va mettre la pression sur Strömschein et sur la Holmlagrid qui sont respectivement 5e et 6e du classement général de la Coupe du Monde et 5e et 6e des Norvégiens qui se tiennent d'ailleurs en un point et qui pourraient être bien sûr sur la sellette en vue d'une future montée de l'IBU Cup en Coupe du Monde, ce qui serait quand même extraordinaire de retrouver notamment un Sturla Holmlagrid descendu en IBU Cup au profit d'un autre jeune de cette équipe de Norvège avec l'homogénéité qu'on connaît chez cette nation. Bref, un Velte Sachat Christiansen qui m'a très clairement bluffé sur ce mois de janvier et qui est clairement mon coup de cœur. C'est d'ailleurs l'homme de ce premier mois de l'année 2024. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, l'impression de facilité sur le pas de tir et l'impression de gestion sur la piste m'a clairement sauté aux yeux comme une pine au cul. Je vous invite dans les commentaires à m'en faire part, bien sûr, de tout ça. Je vous invite, bien sûr, aussi, si la vidéo vous a plu, à réaliser votre coup du chapeau, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche, ça mange pas de pain. C'est totalement gratuit, ça aide au référencement et nous se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye et à la prochaine.